Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Laurent Bigorgne. Bonjour Laurent Bigorgne. Bonjour. Vous dirigez l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne est un centre d'études et de réflexion d'inspiration plutôt libérale, qui n'est lié à aucun parti politique et qui est attentif à travailler les dossiers de fond, notamment les finances publiques, les questions de société, la compétitivité des entreprises. Alors, dans ce contexte un peu compliqué, nous sommes à la veille du premier tour des élections présidentielles. Vous allez nous aider à y voir plus clair. On le sait, rien ne s'est passé comme prévu et peut-être que rien ne va se passer comme prévu. Tout reste possible aujourd'hui. On nous dit que 4 candidats sont dans un mouchoir de poche. On nous dit que dimanche soir, nous verrons 3 visages peut-être sur les écrans de télévision. Les taux d'indécis et d'abstentionnistes sont très élevés. La majorité des candidats, et vous allez probablement le soulever, sont anti-européens, anti-système, une menace terroriste très très forte. L'Europe a les yeux fixés sur la France aujourd'hui. Vous allez donc nous aider à y voir plus clair. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Sébastien Maillard pour La Croix. Bonjour. Par Bonsoir. Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. Bonjour. C'est Sébastien Maillard qui vous pose la première question. Laurent Bigorgne, nous retrouvons effectivement au terme de cette campagne. On a parlé des candidats, des programmes, un petit peu des programmes. La parole maintenant est aux électeurs. Alors qu'avez-vous appris en fait, de nos compatriotes au fil de ces mois? Quels enseignements tirez-vous sur leur morale, leurs espoirs ou peut-être leur colère? Leur morale, MO-RAL. Oui. C'est bien ça la question. Oui. Au terme de cette campagne. Laurent Bigorgne. Écoutez, c'est une question très, très, très vaste, parce que déjà, il faut admettre l'idée que vous énoncez qu'on est arrivé au terme de cette campagne. Or, moi, j'ai tendance à penser que cette campagne va nous emmener jusqu'au mois de juin, puisque c'est au mois de juin que nous saurons quelle majorité gouvernera avec ou aux côtés du futur président de la République. C'est le premier point. Donc, on est encore dans quelque chose qui va cristalliser au cœur d'un processus. Et j'insiste parce que, d'une certaine façon, il y a un ratio démocratique qui s'est un peu dégradé. C'est-à-dire qu'autrefois, nous élisions un président sur une période de campagne de 3 à 4 mois pour 7 années. On élit maintenant un président sur une période dont je constate qu'elle dure 1 an, entre le moment où commence la première campagne des premières primaires, Pour les primaires, absolument. jusqu'au moment où on arrive au point des législatives, pour, au fond, une durée qui va être de 5 ans. Et avec des élections qui viennent scander, des élections locales ou européennes, qui viennent scander le mandat du président, à mi-mandat, jouant un peu comme des élections, pardon de ce mauvais français, de mid-term. Donc, ce qu'on vous voit nous bien, confirmez que rien n'est écrit. rien n'est écrit. On l'a bien vu sur le Brexit, parce qu'au final, on s'était tous couchés rassurés le 23, mais dès avant le 23 juin, en se disant, mais il n'y aura pas Brexit, il y a eu Brexit. On s'est tous couchés, moi je me suis réveillé à 4 heures dans la nuit de l'élection de Trump, en voyant que la Floride avait basculé, ce qui n'était pas prévu. Donc Trump a été au final élu. Rien n'est écrit d'avance. Rien n'est écrit d'avance dans un scénario qui reste à la fois français, parce que les choix des électeurs vont concerner la France, mais il y a eu des élections aux Pays-Bas, il y en a en Allemagne en septembre. On vient d'apprendre, il y a 2 jours, qu'il y en aurait le 8 juin en Angleterre pour donner un mandat clair au Premier ministre britannique pour la négociation qui s'engage sur la question du Brexit. Et on voit bien, et ça c'est un phénomène nouveau, que ces élections se parlent. C'est-à-dire que... Entre elles, il y a une interaction. On voit bien que ceux qui ont fait la campagne du Brexit, je pense à M. Farage, s'est retrouvé ou se sont retrouvés sur les tréteaux des campagnes américaines, parce que M. Farage a été l'invité de M. Trump, y compris dans la campagne et après la victoire à la Trump Tower. Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui des élections qui font système, c'est-à-dire que si demain vous avez un alignement entre le choix des Néerlandais de ne pas donner un blanc-seing à l'extrême droite, et même d'une certaine façon de la faire reculer assez significativement, pourquoi pas le choix demain des Français de choisir un des candidats qui est en faveur d'une relance du processus communautaire, et puis le choix des Allemands de rester sur une ligne de gouvernement qu'on leur connaît depuis maintenant plusieurs décennies. Vous aurez, ensuite restera à voir ce que feront les Italiens, mais vous aurez des alignements intéressants du point de vue de la relance d'un processus de construction européenne qui est en panne aujourd'hui. Les Français se déterminent en fonction de ça? Je pense que pour certains Français, pas pour tous, pour certains Français, il y a des éléments de détermination aujourd'hui qui, effectivement, on l'a vu dans la campagne aussi, puisque certains candidats ont fait de l'Europe soit le bouc émissaire absolu
de tous les malheurs de la France, qui est un mensonge, et d'autres candidats ont voulu souligner que l'agenda européen international devait peser dans la décision des électeurs, tant il est vrai qu'aujourd'hui la France ne peut plus être prise du point de vue politique, sécuritaire, militaire, économique comme un isolat. Et donc, la France n'est pas seule. La France n'est pas seule. Et je sais que tout le monde est un peu déçu de cette campagne et on ne va pas revenir ici sur les éléments de cette déception que tous nos auditeurs ou ceux qui nous regardent connaissent bien. Moi, je trouve qu'il y a aussi des choses qui sont intéressantes dans cette élection. Le fait qu'on ait pu, malgré tout, sur des visions très clivées, mais parler d'Europe, et bien montrer qu'il y avait une ligne de partage des eaux absolue entre ceux qui veulent détruire l'Europe et ceux qui veulent la faire progresser parce qu'ils pensent que c'est l'Europe qui fera revivre la souveraineté française. Ces derniers ne sont pas très nombreux sur les 11 candidats. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y a un effet d'optique. Là où l'élection française est très compliquée, c'est qu'en réalité, il faut 500 signatures pour pouvoir se mettre sur le pas de tir. On a 2 partis trotskistes, on a un parti d'extrême gauche. Je ne suis pas sûr que ce soit à l'image de l'opinion française. On a des candidats qui viennent d'absolument nulle part. Donc il y a un effet d'optique. Cet effet d'optique, il correspond aussi à un faisceau médiatique, c'est-à-dire qu'il est porté à un moment ou à un autre par des règles sur lesquelles moi j'aimerais qu'on s'interroge à un moment ou à un autre. Est-ce qu'il est vraiment légitime que des candidats qui ne représentent rien, qui n'ont aucun parlementaire, qui ne sont appelés à exercer des responsabilités nulle part, aient un temps d'antenne aussi considérable pour déverser un monceau d'âneries qui, objectivement, vient obscurcir le champ de vision des uns et des autres. Alors, on va essayer de prendre de l'altitude par rapport à ce monceau d'âneries. Non, mais il faut aussi qu'on se serve des campagnes électorales pour ce qu'elles sont. Ce sont des laboratoires d'expérimentation politique également, et parfois avoir le courage de se poser les bonnes questions. Mais pour en revenir à votre question sur le moral des Français, cette campagne n'est pas que négative. Elle pose des éléments de dialectique. Il y a des lignes qui bougent. On voit s'effacer, s'estomper un certain nombre de lignes. Enfin, si on prend un peu d'histoire politique sur le moyen long terme, M. Hamon, il a choisi de rompre avec le sérieux européen de son parti, incarné par M. Delors, le sérieux économique, incarné par M. Bérégovoy, qui nous avait qualifiés pour l'euro, et la culture de gouvernement de M. Fabius. Pour moi, c'est une rupture. Le retour à un PS qui est la SFIO, c'est un phénomène qui mérite d'être interprété. Le fait que le candidat de la droite républicaine ait autant de mal à exister, c'est un phénomène qu'il faudra interpréter. On a quelques clés d'interprétation, mais pas toutes. Et donc je pense que les Français sont aussi dans un travail démocratique qui fait qu'ils cherchent une voie. Il est légitime que certains cherchent cette voie aux extrêmes. Je n'ai pas de problème avec ça, je le combats, mais je n'ai pas de problème avec ça. On est en démocratie. Toutes les opinions, à mon sens, ne se valent pas, mais toutes méritent d'être exprimées, et certaines méritent d'être combattues, à mes yeux. Mais je trouve aussi qu'il y a la recherche de voies nouvelles et qu'il faut entendre cette fabrication de la décision politique qui correspond à une offre que les Français contribuent à faire bouger, eux aussi, à grande mesure. Alors, on a beaucoup de questions à vous poser. Romain Bazenon, RCF. Et quand on voit que Marine Le Pen, comme François Fillon, sont en mesure d'être présents au second tour, est-ce que ça veut dire que les Français sont relativement imperméables aux affaires et que ce qui les intéresse, c'est d'abord le fond des projets, des programmes ? Laurent Bigorgne. Une partie des Français. Il y a vraisemblablement Marine Le Pen, si j'en crois les sondages. Je ne crois pas aux sondages, je les regarde. Ce sont des outils, les sondages. C'est rien d'autre qu'un outil. Ce n'est pas un instrument de prévision. Marine Le Pen, elle perd 6 points depuis son entrée en campagne. Elle est entrée en campagne à très haut niveau. Aujourd'hui, le désir, entre guillemets, de Marine Le Pen a baissé en intensité. Il reste anormalement élevé pour un pays démocratique. Mais je pense que c'est dû à une campagne qui n'est pas exceptionnelle de son côté. C'est-à-dire qu'elle est quand même très abîmée par sa vision, j'allais dire très destructrice, s'agissant de la sortie de l'euro, dans un contexte où, malgré tout, 75% des Français, 70-75 selon les enquêtes, disent rester attachés à la construction européenne, disent rester attachés à l'euro. On est dans un contexte, si on prend un instant pour le regarder, qui est exactement à l'opposé de la structure électorale du Brexit. Le Brexit, c'est un phénomène pour lequel les personnes les plus âgées de Grande-Bretagne ont voté contre l'avis des jeunes. Or, il se trouve que, comme dans toutes les démocraties, ce sont d'abord les personnes les plus âgées qui se mobilisent, plutôt que les jeunes. La France, c'est le contraire. La France, aujourd'hui, ce sont les personnes âgées. Parce qu'il y a aussi une persistance rétinienne de Vichy. Il y a aussi une persistance rétinienne de la période d'occupation. À la différence des États-Unis et de la Grande-Bretagne, les Français savent ce que sont les tensions nées d'un gouvernement non démocratique. Vous n'avez pas répondu sur les affaires, la question. J'y viens. Donc, ce que vous dites, c'est que les seniors se méfient de Marine Le Pen. Ce que je dis, c'est que les seniors... En raison de notre histoire propre. En partie. D'accord. En partie. Okay. Et générationnellement, ça tient à ça. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez toute une partie de l'électorat qui n'accepte pas le vote frontiste, et puis vous avez une partie de l'électorat, Brice Teinturier,
qui est un de nos sondeurs très connus, appelle ça le PRAF, le parti de ceux qui n'en ont rien à faire. Et puis quand il est en privé, il parle de ceux qui n'en ont rien à foutre, en réalité. Et qui, effectivement, eux, sont imperméables à la question, effectivement, du rapport à l'argent, du rapport à la morale publique. Mais en attendant, elle a perdu 6 points. Au terme d'une campagne qui n'est pas bonne parce qu'elle ne convainc pas sur ses arguments principaux des électeurs nouveaux de la suivre sur une aventure politique et économique dévastatrice que serait la sortie de l'euro, et que par ailleurs, elle se trouve comme d'autres forces politiques empêtrées dans ce que j'appellerais ses propres turpitudes. Aussi sur François Fillon, vous parlez que de Marine Le Pen, mais... Alors, La question sur François Fillon, elle est simple. Les Français découvrent en cours de campagne qu'un certain nombre d'affaires méritent d'être instruites. En tout cas, la justice s'en saisit. La justice n'a pas tranché à ce stade. Des faits sont sur la table, des faits qui, pour certains, sont très répréhensibles, des faits qui posent des problèmes qui sont plus même de l'ordre déontologique que juridique à certains égards, pour certains d'entre eux, pas tous. Les Français les découvrent. Moi, je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui choisissent de se dire dans leur fort intérieur « j'ai ma préférence politique et pour moi, ce qui est prioritaire, c'est le triomphe de mes idées politiques », d'autant qu'on sort d'un quinquennat qui, dans leur esprit, a été un quinquennat raté. Je ne dis pas que c'est ce que je pense moi, je dis que c'est ce que j'analyse. Et ils font le choix, à un certain moment, de prioriser, d'une certaine façon, leurs idées ou les propositions qui s'y attachent, plutôt que l'idée qu'ils se font de la morale politique. Mais dans le même temps, que l'homme. Dans le même temps, vous avez des candidats qui vont prôner la fin du cumul des mandats, dans le temps, qui vont vers des mesures assez rudes en termes de morale publique, y compris pour se présenter à des élections, et qui rencontrent un franc succès. Donc l'électorat, ce n'est pas les Français. L'électorat, il est divisé, il est morcelé, il est même cassé en 4 blocs aujourd'hui. C'est le fait nouveau de cette campagne. Jamais on n'a vu ça dans l'histoire de la Ve République. Et effectivement, on voit bien qu'il y a une France en forme de kaléidoscope qui se dessine. On voit bien qu'il y a une France des villes et plutôt des jeunes et des jeunes actifs, mais aussi y compris du côté des vieux qui va voter pour Macron, qu'il y a une France peut-être plus rurale qui se retrouve chez François Fillon, une France plus notable, qu'il y a une France périurbaine qui croit davantage à Marine Le Pen, et puis il y a une France de ceux qui s'estiment exclus et qui est en situation d'aller soutenir Jean-Luc Mélenchon dans une aventure au moins aussi improbable politiquement et économiquement que celle de Marine Le Pen. L'enjeu pour le président de la République, ça va être d'être capable de rassembler. C'est-à-dire que quelle que soit la personne, ou quelles que soient les personnes au deuxième tour, il va falloir faire une proposition qui, à un moment ou un autre, dépasse ces clivages, et il va falloir porter cette proposition et ces propositions législatives. Et c'est là, je le disais tout à l'heure, qu'on entre dans le vif du sujet. Alors, Louis Dauphren, brûle de vous poser une question depuis le début de cette émission. Allons-y. On vous écoute agréablement. Vous avez dit à un moment, j'étais rassuré à propos du Brexit, et puis en fait, celui-ci a eu lieu, et vous étiez quelque peu décontenancé, en tout cas surpris aussi par la victoire de Trump. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand vous êtes libéral, on peut être libéral et être favorable à Trump, au Brexit. Non. Non, c'est pas possible, parce qu'il y a des pays libéraux qui ne sont pas dans l'Europe. La Suisse est libérale, n'est pas dans l'Europe. Oui. La Norvège, la Suède ne penseraient à aucun moment aujourd'hui entrer dans l'euro, et ce sont des pays de culture très libérale. Mais ça n'a rien à voir de ne pas être dans l'Europe et d'avoir fait historiquement ce choix, pour des raisons qui peuvent s'expliquer dans le cas de chacun des histoires nationales des pays que vous citez. Ça n'a rien à voir que d'être en dehors de l'Europe, que de vouloir en sortir. Pourquoi je dis que la démarche des Brexiteurs ou de Trump n'est pas libérale ? Moi, je crois que le commerce, en réalité, la liberté de commercer. Je pense que le travail réalisé par l'OMC, qui consiste à chercher à trouver l'Organisation mondiale du commerce, qui est une organisation internationale, qui a dirigé d'ailleurs un Français avec beaucoup de talent pendant une quantité d'années, qui était Pascal Lamy. Je pense que c'est ce qui assure la paix entre les nations. Le commerce assure la paix entre les nations. Je pense que le commerce assure la paix entre les nations, au sens où on organise dans un champ économique régulé ce qui, sinon, pourrait virer à l'affrontement, à l'abus de position dominante, voire à l'affrontement. Il y a des exemples assez, malheureusement, illustratifs de cette thèse. Et donc, moi, je suis aujourd'hui pour que l'espace de prospérité européen permette effectivement à chaque nation, en fonction de ses avantages comparatifs, et la France a balayé devant sa porte de ce point de vue-là, parce que les parts de commerce perdues par la France, elles ne sont en intracommunautaire, elles ne sont au sein même de l'Union européenne, pour une grande majorité d'entre elles, depuis 2000. Donc, ça veut dire aussi qu'à un moment, il faut être capable de livrer cette compétition, qui est une bataille de l'innovation, qui est une bataille du capital humain, qui est une bataille du coût du travail, mais aussi de l'imposition du capital. Moi, je suis pour qu'on puisse effectivement se dire que les échanges se poursuivent entre les nations et permettent à chacun
j'allais dire, de vivre sa croissance et sa prospérité en bonne entente et en bonne intelligence avec les uns et les autres. Et au mieux de ses propres intérêts. Et au mieux de ses propres intérêts. Il n'y a pas d'angélisme. Et je trouve que la question du Brexit, c'est uniquement, désormais, une question de négociation commerciale, avec des gens qui veulent rétablir des barrières protectionnistes. Regardez M. Trump. Quelle est sa première déclaration s'agissant d'un grand pays de l'Union européenne qu'est l'Allemagne ? C'est il y a trop de Mercedes sur la 5e avenue. Je vais assez souvent en 5e avenue. Je n'ai jamais vu une Mercedes sur la 5e avenue, mais je n'ai peut-être pas, évidemment, la même vision que lui des choses. Et il nous dit il n'y a pas assez de Chevrolet à Berlin. Et donc, je mettrai un tarif de 35% sur les voitures allemandes à rentrer aux États-Unis. Donc ça s'appelle du protectionnisme. Le protectionnisme conduit à des conflits, conduit à une perte de pouvoir d'achat par les différentes populations, parce qu'on parle là de voitures, mais on pourrait parler de denrées alimentaires. Regardons très simplement, quel a été le premier effet j'allais dire non pas à la pompe, mais chez les retailers, quel a été le premier effet au mois de septembre, une fois que les stocks ont été consommés par les Britanniques et après la dévaluation de la livre ? Bien, tout simplement, les producteurs de porridge, vous vendez exactement la même taille de paquet avec moins de produits à l'intérieur. À un moment ou à un autre, il faut toujours avoir en tête que les populistes, qui s'appellent effectivement les Brexiters, qui s'appellent Trump ou qui s'appellent Mélenchon-Le Pen, affaiblissent économiquement les populations qu'ils vont flatter. Je vais prendre un autre exemple. Attendez, on va devoir s'arrêter parce que là... Exemple. Aux Pays-Bas, les populistes sont hyper libéraux. C'est là que je comprends pas. Monsieur Wilders, il est hyper libéral. Monsieur Wilders, il est néerlandais, donc il est effectivement pris dans un écosystème qui n'est pas il est votre ami normalement. Écoutez, je vous remercie, mais j'ai encore la liberté de choisir mes amis. C'est peut-être aller un peu loin. J'ai encore la liberté de choisir mes amis. Monsieur Wilders, il s'entend avec Madame Le Pen, il s'entend avec la droite la plus réactionnaire d'Europe de l'Est aujourd'hui, celle qui effectivement refuse toute forme de solidarité européenne, sauf si évidemment on parle des fonds structurels, parce que ça les intéresse beaucoup. Ce sont aujourd'hui des adversaires du projet européen. Ce sont objectivement, et vous le savez, oui, mais de des la vision adversaires. Libérale. Est-ce qu'ils sont les adversaires de la vision libérale ? C'est ça la chose. L'extrême droite européenne, dans sa quasi-totalité... On aurait pu prendre M. Le Pen dans les années 70 et 80, il y avait des racines ultra-libérales. Et vous le savez, au sein du Front National. C'est plus du tout le modèle frontiste tel qu'il se vit aujourd'hui. Le parti de Mme Le Pen aujourd'hui, c'est devenu la CGT, le parti communiste des années 80. Moi, j'ai analysé les programmes de Mélenchon et de Le Pen, je suis frappé de voir les convergences. Il n'y a pas de tradition, de toute façon, libérale en France, à l'extrême droite ni à l'extrême gauche, durablement, et on comprend pourquoi à l'extrême gauche. Il n'y en a pas beaucoup à droite non plus. On a une droite qui est plutôt étatiste. Moi, par ailleurs, je ne suis pas un libéral au couteau entre les dents. Je pense qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui méritent d'être encadrés. Je vous dis juste aujourd'hui que l'idéal qui unit les extrêmes droites européennes, c'est un idéal souverainiste et que cet idéal-là n'est pas libéral. Très bien. On va s'arrêter là après cette mise au point. Bienvenue sur le libéralisme. Merci à vous. On a encore beaucoup de questions à vous poser. On va marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. On se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est le directeur de l'Institut Montaigne, un institut de recherche politique et économique, un institut plutôt libéral. Son directeur s'appelle Laurent Bigorgne. Il est interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Sébastien Maillard pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Louis Dauphren qui pose la première question. Alors vous déplorez le moment populiste dans lequel on est plongé aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut essayer de l'expliquer ? Est-ce que l'Union européenne, et en particulier la question migratoire, n'est pas à l'origine en fait de l'état de l'opinion que l'on a aujourd'hui ? La question migratoire, Laurent Bigorgne, à laquelle s'ajoute évidemment cette... la question terroriste. Laurent Bigorgne. Là, il y a au moins 3 étages dans la question que vous posez. La question de l'immigration et donc la question des frontières. Il est clair qu'en Angleterre, il y a un ressenti très fort sur l'immigration intracommunautaire. Je veux dire par là que vous allez à Londres ou dans n'importe quelle grande ville anglaise, vous trouvez aujourd'hui effectivement des populations qui sont venues notamment d'Europe de l'Est, mais aussi du Sud, dans le cadre tout simplement de la construction de ce grand marché. Et ce grand marché prévoit la libre circulation des personnes. Mais il faut aussi dire que réciproquement, le banquier britannique a fait son miel de pouvoir se déplacer partout en Europe au plus grand bénéfice de la City. Donc c'est bien une migration qui fonctionne des deux côtés, sauf que d'un côté, on a localisé des gens qui ont trouvé des jobs généralement assez peu rémunérés et assez peu qualifiés. Ça a aussi permis aux banquiers britanniques, j'allais dire, de faire leur business partout en Europe. C'est-à-dire des choses que les Britanniques ont eu tendance à oublier et qui leur sera rappelé dans le cadre du Brexit. Et donc la Grande-Bretagne a accueilli beaucoup de migrants intracommunautaires. Voilà, et rappelez-vous,
le vote sur le Brexit a été fixé par Cameron avant l'été de l'année dernière, parce qu'il ne voulait pas que la répétition des images de migrants venant de différentes origines, de l'Est de la Méditerranée, du centre et de l'Ouest, viennent au final cliver encore davantage une population britannique qui était déjà en délicatesse avec les migrations, les déplacements intracommunautaires, et il ne voulait pas qu'effectivement l'idée que la Grande-Bretagne allait devoir porter une partie de ce qu'il considérait être un fardeau vienne peser sur le vote du Brexit. Un remords un peu tardif, parce que Mais en France, nous sommes très clivés sur la question migratoire. Oui, enfin, avec un vrai sujet, c'est que j'ai envie de dire à nos amis allemands, premièrement, que nous ne les avons pas attendus pour prendre notre part depuis plusieurs décennies du travail qui consiste à accueillir temps quand même. Oui, mais enfin, à raison de 200 à 300 000 par an officiellement déclarés, sur une très longue période. Donc les Allemands viennent de se découvrir subitement en situation d'accueillir effectivement des flux importants venus d'Afghanistan et de Syrie. Enfin, pour les Français, mais c'est aussi notre histoire, c'est aussi notre histoire coloniale qui l'a voulu, c'est quelque chose auquel nous sommes accoutumés. Pas vraiment aujourd'hui, puisque beaucoup remettent en question cette tradition-là. Je dis nous sommes accoutumés ou habitués, qu'ensuite il y ait effectivement un débat sur la question des migrations. Alors comment le lire, ce débat ? C'est un débat, si vous voulez, qui dit deux choses. On sait aujourd'hui gérer parfaitement, me semble-t-il, la dimension de libre circulation des personnes. Et je vous rappelle que de la même façon que nous accueillons sur notre territoire des gens qui sont d'une certaine façon nos compatriotes aujourd'hui, en tout cas nos compatriotes européens, nous exportons beaucoup de Français. Soit pour des migrations, j'allais dire presque définitives, de compatriotes qui vont s'installer dans les différents pays de l'Union européenne, soit de travailleurs frontaliers qui tous les jours vont par exemple ça qui est en cause en Allemagne débat. ou au Luxembourg. Non mais on a bien vu que dans le débat britannique, ça avait compté. Ça avait compté. Donc je pense que cette question-là, c'est une question alors, qui peut paraître triviale aujourd'hui et complètement admise. C'était pas le cas il y a 50 ans. Cette réalité effectivement, des passages transfrontaliers ou des installations qui vivent autrement qu'une expatriation. Mais ça, certains sont prêts à le remettre en cause aujourd'hui. Oui, on verra s'ils vont jusqu'au bout. Je pense qu'ils priveront. Sébastien Maillard. Non, cette question des migrations intracommunautaires n'a pas la même importance. Alors, la question des travailleurs détachés est en permanence instrumentalisée et agitée. Mais ce qui compte effectivement, et ce qui est un carburant pour l'extrême droite, c'est la question des migrations liées effectivement à des flux qu'on a vus depuis que s'est ouvert le conflit syrien, mais pas seulement, venir d'Afghanistan, de l'Est du bassin méditerranéen, de Libye, et plus traditionnellement d'Afrique du Nord, mais qui sont d'ailleurs généralement plutôt des flux subsahariens qui remontent vers l'Afrique du Nord. Est-ce que ça va être une clé pour dimanche prochain ? Écoutez, moi j'ai le sentiment que sur des sujets comme la question migratoire, ou, puisque vous posiez la question, peut-être subliminalement, mais par exemple la question religieuse, je n'ai pas eu le sentiment que ces débats-là ont structuré la campagne comme on aurait pu s'y attendre. Il y a d'ailleurs un débat, peut-être que ils ont été présents, mais ils n'ont pas nécessairement eu la même importance, ou plutôt... En 2012 ? Oui, ou l'importance qu'on aurait pu attendre qu'ils aient. Donc je le constate, il y a eu, vous le savez, un débat très fort tactiquement au sein du Front National, il y a de cela presque un an, avec d'un côté les identitaires qui disaient le cœur du sujet, ça doit être effectivement ces questions de sécurité, de laïcité, et puis évidemment de migration. Et puis une autre ligne au sein du Front National, qui est plutôt incarnée par M. Philippot, le cœur du sujet il est social, et il faut taper sur l'Union européenne. Madame Marine Le Pen, on ne dit jamais ce qui se passe au sein du Front National, on a l'impression que c'est un bloc monolithique de gens qui s'entendent. Ce n'est pas vrai du tout. C'est des gens qui vivent dans une dynamique... On a reçu Florian Philippot ici. Où objectivement, ils sont prêts à se sauter à la gorge. Il faut le dire aussi à ceux qui nous regardent, c'est un parti profondément désuni, profondément en désaccord et profondément incohérent sur sa ligne idéologique, sur quantité de questions. Et vous avez donc ces deux blocs qui sont affrontés. Madame Le Pen, tel Salomon, a arbitré, a tranché. Elle a dit, mais on ne va pas trancher entre les identitaires... d'une certaine façon, les nationaux-socialistes et les sociaux-nationalistes, on va faire un référendum qui est inconstitutionnel, mais on va dire aux électeurs qu'on fera un référendum sur l'Europe, comme ça nous permet de passer l'élection présidentielle sans se poser la question. Mais la question va revenir, surtout si elle fait un score qui est décevant pour elle. Peut-être qu'elle fera un très bon score pour elle, je ne lui souhaite pas personnellement, je dis d'où je parle, mais cette question reviendra, et vous verrez que ce parti
à un moment ou à un autre, risque même d'imposer sur ces questions, parce que les tensions sont très fortes autour de ces questions. D'accord. Romain Masneau, sur un autre sujet. Oui, je voulais revenir à l'euro. Plusieurs candidats prônent une sortie de l'euro. Vous avez chiffré à l'Institut Montaigne les conséquences économiques en termes de croissance, d'emploi qu'aurait une sortie de l'euro? Alors, Laurent Bigorgne. on s'est essayé à ce chiffrage que vous pouvez retrouver sur institutmontaigne.org. Il faut le prendre de façon, moi je le dis, très prudente. Hein. De la même façon que je regarde avec beaucoup de calme et de circonspection néanmoins les chiffrages affichés du Front National, parce qu'à la sortie de l'euro, c'est 2,5% de croissance, c'est quasiment 2 fois la croissance qu'on a aujourd'hui, dans 5 ans, selon le Front National. Donc j'ai le droit de regarder ces chiffrages avec un peu de calme et de circonspection, et plus de circonspection que de calme d'ailleurs. Nous, on estime que la sortie unilatérale de l'euro n'a rien à voir avec le Brexit. Rien du tout. Sortir de l'Union européenne, c'est enclencher un processus à 10 ans, même s'il doit durer 2 ans, mais on sait très bien qu'il durera davantage, j'allais dire, où un à un, on revoit l'intégralité de la législation britannique, on revoit l'intégralité des accords commerciaux, on fixe de nouvelles alliances. Enfin, c'est un travail gigantesque. Hein. Il faut savoir, sur le Brexit, je le dis là aussi pour ceux qui nous regardent, c'est 20 000 textes de loi à changer pour Donc la là, Grande-Bretagne. on est qu'au début. On est qu'au 60 début. accords commerciaux à revoir. En revanche, une sortie de Sur l'euro. la sortie de l'euro, c'est un acte unilatéral qui est une conflagration totale à l'échelle de l'Union européenne. Il n'y a plus d'euro. C'est-à-dire que sortir de l'euro pour la France, c'est détruire l'euro. Ça Détruire l'euro pour tous. pour tous, mais bien Pour sûr, parce tous. que objectivement. Et rapidement, c'est ça que vous dites. Mais tout simplement parce que les Allemands reprendront leur souveraineté monétaire, parce qu'ils estimeront qu'il y a un déséquilibre trop fort aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont une monnaie prédominante et une puissance économique prédominante au sein d'un espace dont ils considèrent qu'ils ne peuvent pas le porter tout seuls. Ce que nous demande l'Allemagne, c'est moins de nous réformer que d'assumer avec elle, à ses côtés, en confiance et en franchise, le leadership sur l'Union européenne. C'est ça que nous demandent les Allemands. Les Allemands Donc, s'ils se retrouvent ne nous seuls, demandent Il va rien. partager les risques, en fait. Mais bien sûr, mais comme nous avons toujours souhaité le faire. Que ne cessons-nous de demander? C'est de partager le risque de la gestion militaire, par exemple. On ne veut pas porter ce fardeau tout seul. Et comme on ne sait pas le faire avec les Allemands, on l'a fait avec les Britanniques. Et d'ailleurs, je pense que ça perdurera. Ce que veulent les Allemands, c'est effectivement avoir un partenaire crédible et fiable, en situation qui ne soit pas asymétrique, pour gérer un continent qui aujourd'hui fait 400 millions d'habitants, qui est un continent de prospérité, fragile, qui a encore assez peu de hard power, assez peu de soft power également, et tout est à construire. Et c'est vrai que les Allemands préféreraient voir les Français passer du temps à construire avec eux les relations qu'il faut construire avec le bloc chinois, avec le bloc américain, plutôt que de devoir rappeler en permanence aux Français qu'ils ont une réforme du marché du travail à faire. Combien? Je les comprends. Hein. La sortie de l'euro, quand on la regarde, elle a potentiellement des effets qui sont ceux d'une guerre commerciale. Parce que quand j'entends Mme Le Pen dire « on va sortir de l'euro, ça va baisser la monnaie, tout ira mieux », elle oublie 2 choses. Elle oublie premièrement que dans les processus de fabrication industrielle et de chaîne industrielle aujourd'hui, eh bien, nous importons énormément pour pouvoir exporter, ce qui veut dire que les produits que nous importons pour fabriquer seront évidemment beaucoup plus chers. Je vous passe par ailleurs la question de la facture énergétique française et de son rapport aux hydrocarbures. Elle oublie une autre chose, c'est que si nous dévaluons, que feront les autres pays, comme l'Italie ou l'Espagne? Ils dévalueront à leur tour, parce qu'eux seront sortis de l'euro de facto. On ne voit pas l'Italie rester un instant dans l'euro, la France en sortant. Et donc, que feront-ils vis-à-vis des agriculteurs français, par exemple? Ils dévalueront et ils rendront leurs produits encore plus compétitifs, alors même que les agriculteurs français n'arrivent déjà pas à tenir. La sortie de l'euro, c'est la guerre du commerce. C'est la guerre du commerce et c'est la destruction de milliers d'emplois en France, parce que nous n'avons ni aujourd'hui la compétitivité, qualité, les critères de qualité de la compétitivité allemande, ni les arguments du coût du travail en Espagne ou en Italie pour pouvoir soutenir que l'économie française sur des produits à faible valeur ajoutée serait compétitive. On est dans la plus mauvaise des configurations et y être tout seul, c'est la certitude d'être économiquement laminé. Très bien. Sur un autre dossier, peut-être Vous Sébastien évoquez Maillard, la Croix. nos voisins européens, effectivement, qui observent de près ce premier tour dimanche. On a l'impression que presque le monde retient son souffle, et sa presse étrangère est très présente. C'est effectivement l'enjeu de ce premier tour. Je confirme qu'il y a un intérêt Laurent très fort. Bigorgne. Moi, j'ai la chance dans mon travail de pouvoir voyager beaucoup et de rencontrer beaucoup d'interlocuteurs, par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est une attente presque perverse. C'est-à-dire qu'eux ont le sentiment, dans la course de relais, d'avoir gardé dans la main le relais de l'indignité, et ils aimeraient bien se dire qu'au final, un autre pays devient plus indigne sur la scène internationale pour avoir porté au pouvoir l'extrême droite. J'espère que ça n'arrivera pas, mais c'est pour vous dire aussi la façon dont les choses sont perçues. Et effectivement, il y a une attente très forte
en Europe parce que tout le monde comprend qu'une fenêtre de tir est en train de s'ouvrir. C'est-à-dire que si à un moment ou à un autre, vous avez un président de la République en situation de gouverner en France et en situation, j'allais dire, de discuter, et nous avons des discussions, je reviens sur la question de Louis tout à l'heure, nous avons des discussions à avoir avec l'Allemagne. Moi, je suis convaincu que ce qui est important, c'est d'enclencher une réforme du marché du travail parce que dans l'imaginaire allemand, c'est ce qui a permis en 2003 et 2005 de faire redémarrer un pays qui était à l'époque, exactement, Grégoire Hartz ou Schröder, l'homme malade de l'Europe. Donc les Allemands attendent ça de nous. Et je pense qu'ils l'attendent légitimement, comme l'attendent d'ailleurs les chômeurs français qui aimeraient bien retrouver un emploi un jour et des perspectives d'avenir. Mais de la même façon, j'ai eu des discussions avec des responsables américains de très haut niveau qui nous disent, mais vous savez, vos turpitudes budgétaires, il faut que vous les guérissiez, vous allez en guérir, parce que vous avez déjà su vous qualifier pour l'euro à une époque où vous deviez lutter contre une inflation qui est 3 ou 4 fois ce qu'elle est aujourd'hui dans notre pays. Bien fait de l'euro, au passage, un de plus. Et quand vous discutez avec eux, ils vous disent, mais nous, on a un vrai problème aujourd'hui, et ce n'est pas Trump qui parle, hein, c'est plutôt des démocrates. Eux, ils disent, on a un vrai sujet, c'est qu'on ne comprend pas comment l'union monétaire est possible et viable dans le temps avec un pays qui réalise autant d'investissements commerciaux, mais qui vieillit, pas d'investissements, d'excédents commerciaux, pardon, mais qui vieillit, qui investit peu dans son infrastructure et qui fait aussi peu d'enfants. Et donc, on a une discussion. Je parle de l'Allemagne. Oui. Et nous ne pouvons avoir cette discussion avec l'Allemagne que du moment que nous sommes forts. C'est-à-dire que nous pouvons avoir cette discussion assumée avec l'Allemagne du rééquilibrage du moteur franco-allemand dans une Europe qui nécessite un redémarrage que si et seulement si, premièrement, nous faisons le travail et que, deuxièmement, nous soulevons les bons sujets. Un des sujets qui n'est absolument pas soulevé dans la campagne, c'est par exemple celui des mastodontes économiques qu'on appelle les GAFA. Moi, je pense que cette question... Google, Amazon, Facebook, Apple. Mais on pourrait rajouter Uber et Airbnb. On a un champ de jeu aujourd'hui qui est non pas un marché de 60 millions de consommateurs comme la Grande-Bretagne, c'est-à-dire rien dans la mondialisation, on a la chance de pouvoir compter sur un marché de 400 millions de personnes. À partir de là, le marché européen, le marché communautaire, l'accès à ce marché, il se mérite. Il se mérite parce qu'on doit respecter des critères sociaux, des critères fiscaux, et on doit respecter la politique de la concurrence telle qu'elle est construite par l'Union européenne. Et c'est là-dessus qu'il faut que les Français et les Allemands soient résolument intransigeants pour dire, premièrement, à d'autres pays européens, il n'y a plus de triche fiscale possible. C'est-à-dire qu'on ne joue plus au massacre des finances publiques comme l'ont fait les Irlandais ou comme ont tendance à le faire les Néerlandais, parce qu'on joue un jeu serré et en pacte. C'est-à-dire qu'on ne se bat pas sur les taux d'imposition, on se bat sur d'autres critères vu que nous sommes tous des économies avancées, d'une part. Mais aussi dire à un moment ou à un autre, à Uber, à Airbnb, à Apple, à Amazon, vous ne faites pas chez nous ce que bon vous semble. Et ça, seule l'Europe peut le dire. Et ça, seule l'Europe. Comment voulez-vous que la France, avec ses 60 millions de consommateurs, ait même une voix ? En revanche, l'Europe, avec ses 400 millions, dont la France et l'Allemagne, qui comptent parmi les pays les plus riches du monde en termes de niveau de vie par habitant, retrouvent une force, pour le dire, à un niveau économique, mais à un niveau politique. Si on veut tenir demain à l'extraterritorialité du droit américain qui a sanctionné très lourdement BNP, on s'en rappelle, dans les affaires d'il y a quelques mois, si on veut tenir et pouvoir se dire qu'on est en mesure, nous aussi, d'aller dire demain, comme vient de le faire Mme Verstager, qui est la commissaire à la concurrence pour Apple, et de dire qu'en réalité, en Irlande, les Irlandais avaient fait n'importe quoi avec leurs dégrèvements fiscaux et que c'était des aides d'État, et donc d'imposer à Apple des sanctions très très lourdes, si on veut tenir, il faut le faire en PAC. Et c'est là où se retrouve la nouvelle souveraineté française. C'est dans une Europe qui a une capacité à dire aux Chinois, aux Américains et à ces très grandes entreprises, nous avons un espace de souveraineté que vous devez respecter. Très bien. On a encore beaucoup de questions à vous poser, Laurent Bigorne. Je rappelle, vous êtes directeur de l'Institut Montaigne. On voudrait vous interroger sur les questions fiscales, les questions de défense, les questions de retraite. On va marquer une deuxième pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux chrétiens avec notre invité aujourd'hui, le directeur de l'Institut Montaigne, Laurent Bigorgne. Il est interrogé par Sébastien Maillard pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui pose la première question. Toujours en lien avec l'Europe, quel effort doit être consenti par la France sur la défense ? Emmanuel Macron parle d'un budget à 2% du PIB, Marine Le Pen à 3%. Est-ce que c'est réaliste ? Laurent Bigorgne. Le 2% est à la fois souhaitable parce qu'il correspond à une norme que nos principaux alliés aujourd'hui réclament des pays alliés au sein de l'OTAN.
il correspond aussi, je pense, à une demande, à une exigence des Français en matière de sécurité. Je vous rappelle que l'armée de terre aujourd'hui, dans sa capacité opérationnelle, l'armée de terre tient au Stade de France. C'est 90 000 places. C'est pour donner à ceux qui nous écoutent... Et sur des théâtres d'opération très diversifiés. Et on est aujourd'hui au maximum de nos capacités, puisque vous savez qu'en gros, l'armée, vous avez un tiers d'hommes sur le front, sur les théâtres d'opération, un tiers en entraînement et un tiers au repos. Du fait des contingences fortes qui pèsent sur les troupes, notamment l'armée de terre, mais pas seulement Avec l'opération en matière Sentinelle effectivement d'opération Sentinelle, on est en train de consommer de l'humain. Je veux dire par là que cette tripartition, je m'entraîne, je me repose et je suis sur les théâtres d'opération, n'est pas respectée. Un certain nombre d'autres questions se posent, par exemple en matière de projection, en matière de sous-marins et de porte-avions nucléaires. Un certain nombre d'autres questions se posent en matière de réinvestissement, effectivement, dans la dissuasion que la France n'abandonnera pas, me semble-t-il. Je ne vois pas un président de la République assumer cela face aux Français. Donc si on veut faire tout ça, et si on veut garder un outil en état de marche, dans un contexte européen dont on disait tout à l'heure qu'il manquait de ce que j'appelais en mauvais français du hard power, un pouvoir qui, de temps en temps, nécessite effectivement qu'on le montre et qu'on actionne. Il faut effectivement retourner, mais je le dis pour ceux qui nous écoutent là aussi de façon très précise, à 2% de points de PIB sur effectivement la dépense courante, plus les pensions. Plus les pensions, parce qu'on a souvent tendance à parler des 2% en comptant les pensions. Or, il faut qu'on arrive à 2% de capacité et que les pensions viennent en sus. Ce qui veut dire qu'effectivement, il faudra faire des choix. Il faudra faire des choix. C'est pas politiquement correct. C'est soit le porte-avions, soit la bombe. Non, moi je pense que les choix doivent s'exprimer sur un périmètre un peu plus large. Je suis toujours inquiet quand je regarde le niveau des revenus de transfert en France et quand je vois à quel point il est aujourd'hui très différent dans sa structure et dans sa masse de la moyenne des pays européens. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand on est dans un pays où à peu près un tiers du PIB, l'équivalent d'un tiers du PIB, est constitué de revenus de transfert. De transfert, c'est-à-dire d'aide publique. D'aide publique, d'aide sociale et autres, voilà. Versus une moyenne européenne qui est quelque part entre 26 et 27. Je me dis que la masse au total fait 120 milliards, qu'on a fait des choix, mais que ces choix aujourd'hui sont durs à financer, parfois ne rendent pas ces systèmes d'aide très efficaces. C'est même le contraire qu'on pourrait arguer. Regardez toute la discussion dans la campagne qui a été assez nourrie sur l'assurance chômage, et avec des positions très tranchées de la part des deux candidats qui aspirent, François Fillon et Emmanuel Macron, évidemment, à couper le ruban de la victoire finale. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, on ne peut pas tout sacraliser. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas dire aux Français, on va mieux vous former à l'école, on va mieux vous former à l'université, on va mieux vous former en formation professionnelle, on va mieux vous protéger, et puis par ailleurs, on va continuer à vivre avec des protections qu'on n'a plus les moyens de financer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On baisse les impôts, on les augmente, on augmente la CSG, écoutez, moi on baisse le nombre de fonctionnaires. Fort heureusement, chacun son métier. Je ne suis pas candidat. Oui, mais vous les pas observez. De scoop, pour vos observateurs. Vous les observez. Les 500 000 fonctionnaires en moins de Fillon, les 120 000 on a chiffré en moins les 5 principaux candidats. Alors, qui va payer quoi ? Il y a une ligne de partage des eaux très claire. Vous avez deux candidats aujourd'hui chez qui l'ensemble ressources nouvelles, c'est-à-dire fiscalité, plus économie, l'emporte sur dépenses nouvelles ou dégrèvements fiscaux. Alors, des noms, ces deux candidats. C'est Macron et c'est, dans une part plus importante, François Fillon. On sait tous qu'il a affiché d'emblée des mesures d'économie pour une centaine de milliards d'euros. On lui donne quitus, nous, d'à peu près 65-70% de ces mesures d'économie. Et puis, vous avez Emmanuel Macron qui a affiché d'emblée une soixantaine de milliards et on lui donne quitus pour à peu près 60%. Donc, ce que vous dites, c'est que ces deux-là, en quelque sorte, vont faire gagner de l'argent à la France ? Ces deux-là vont, en gros, à la fois baisser le train de vie et essayer de réorienter un certain nombre de masses fiscales ou de masses de dépenses vers soit, effectivement, de la compétitivité, soit ce qu'ils qualifient de dépenses plus utiles. D'accord. Et puis, vous avez les trois candidats de la dépense, que sont Madame Le Pen, M. Mélenchon et M. Hamon. Je ferai une distinction entre M. Hamon et les deux précédents. Madame Le Pen et M. Mélenchon veulent soit sortir de l'Union européenne, enfin de l'euro, ce qui conduira de toute façon à sortir de l'Union européenne, ne nous y trompons pas, ou sortir de tous les traités, et en signer d'autres avec l'alliance bolivarienne, par exemple, pour M. Mélenchon. La Russie, l'Iran, enfin des pays historiquement très très alliés et amis de la France et sur lesquels on peut compter beaucoup. Donc vous voyez qu'il y a chez eux, de toute façon, dans le cadre budgétaire, un vrai sujet, c'est qu'on entre dans une terre inconnue.
C'est-à-dire qu'on sait que cette terre de la sortie unilatérale de l'euro, c'est plusieurs centaines de milliers d'emplois qui seront cassés, y compris, et à commencer d'ailleurs par les emplois les plus bas dans la chaîne de qualification. Donc théoriquement, les gens qui devraient être séduits par le discours de M. Mélenchon et Mme Le Pen, et c'est effectivement une perte de points de croissance qui est assez considérable, tout simplement parce que les produits français ne s'exporteront plus, que le coût de la dette va faramineusement augmenter. Oui. Je ne parle pas de la dette de l'État, je parle de la dette des acteurs privés. C'est-à-dire que ce qu'on oublie toujours de dire quand on parle de la sortie de l'euro, bien sûr qu'il y a la question de la dette de l'État, dont Mme Le Pen nous dit qu'elle sera, au fond, assumée par la planche à billets de la Banque de France, une fois que M. Villeroy de Galhau aura été remplacé par un souverainiste. Sauf qu'il est là pour 6 ans et que... Ah oui, mais ça, vous savez, Bon. on entre dans un régime de non-droit. Oui. La question est de savoir ce qui advient de la dette des acteurs privés. Si le refinancement des entreprises françaises, des ETI, des grandes entreprises françaises, qui toutes font vivre une myriade en cascade d'entreprises de taille intermédiaire jusqu'aux plus petites, si le refinancement des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises françaises devient trop onéreux, parce qu'il y aura une prime de risque qui sera prise par ceux qui prêtent de l'argent, c'est des destructions d'emplois par dizaines de milliers en quelques mois. Ça, c'est très clair. Et c'est très clair. D'accord. Donc, il n'y a pas à Vous fier. faites un peu un chantage au marché, quoi. On a encore... Non, je ne fais aucun chantage, j'explique. Par ce discours, vous faites un peu Je le fais relais aucun de chantage. l'oligarchie qui veut en fait maintenir les avantages de l'euro, qui veut Mais maintenir... quelle oligarchie? En fait, ceux qui ont intérêt... Les gens ne voient pas nécessairement dans leur vie l'avantage de la monnaie unique, voyez-vous. Mais attendez, mais quelle oligarchie? Non, mais allons jusqu'au bout. Pointons les Laurent choses. Bigot. Quelle oligarchie? Je pense que des grands groupes internationaux ont peut-être intérêt à maintenir le statu quo que l'on a. C'est qui les grands groupes Non, je ne vais pas internationaux? donner de nom particulièrement. Non, mais les- les grands groupes internationaux, c'est 50% d'actionnariat français, c'est-à-dire des porteurs français. C'est des emplois Il faut français. être sûr que l'actionnariat soit français encore. 50% en moyenne. C'est des porteurs français. Moi, quand on me dit les banques ou l'Institut Montaigne, AXA, mais AXA, c'est quoi si ce n'est l'épargne en assurance vie des Français? C'est pas de l'argent comme ça qui n'appartient à personne. Les banques, les grandes banques françaises, nos banques systémiques dont on est si fiers et qui font qu'on a une des plus belles industries financières du monde, c'est pas de l'argent désincarné, c'est l'argent des épargnants, c'est l'argent des déposants, C'est les vrais gens, c'est les c'est ça que vous projets, dites. c'est les projets immobiliers des uns et des autres, c'est notre capacité à prendre un emprunt pour acheter un bien. D'autres pays qui n'ont pas la monnaie unique, voyez-vous. Oui, bien sûr, ça partout. existe dans le monde entier, formidablement. Mais vous parlez d'une oligarchie, mais je suis désolé. Ces grands groupes, c'est encore une fois une emprise au Non, mais sol, c'est prenez de l'innovation, l'exemple- c'est aussi de la la France, c'est ça que vous dites. c'est du À commerce. l'exemple de la défense, je reviens à l'exemple de la On a défense. encore beaucoup de questions. Juste l'exemple de la défense. Est-ce qu'on ne peut pas demander, par exemple, aux autres pays européens de mutualiser, c'est-à-dire le 2% auquel on devrait parvenir? Est-ce qu'il ne faut pas le faire prendre en charge par l'Allemagne, par la Lituanie, par la Mais l'Allemagne Hongrie? fait déjà un Mais effort qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous considérable. dire qu'ils veulent l'OTAN. Ils font déjà un effort. Donc ils vont vous dire qu'ils veulent l'OTAN. Mais Et la ils n'ont France pas les. aussi veut l'OTAN. Oui, non, mais ils n'ont La pas les France est mêmes. dans l'OTAN. Oui, mais ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous. C'est le grand problème en fait À la congénital. fin du jour, Comment- ils ont les mêmes intérêts que nous, sauf qu'il se trouve qu'eux ont une histoire institutionnelle. Ils ont une histoire institutionnelle. Quel est le seul pays au monde démocratique qui peut engager des troupes en une nuit? C'est la France. Mais les autres. Même la Grande-Bretagne, Mais les autres même sont- les États-Unis ne peuvent pas le faire. Il se trouve qu'on a souvent le leadership, parce que premièrement, les Français le vivent comme un atout, et je parle de ceux qui nous gouvernent de gauche comme de droite, parce qu'on aime bien sur la scène internationale se dire que ça fait partie du poids politique spécifique de la France. Si vous voulez, dans le ratio poids-puissance, aujourd'hui la France est poids-plume et puissance maximale. Il y a un paradoxe là. Il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe et français. on a aussi fait peser sur l'appareil de défense français. Mais quand vous regardez, on n'est pas plus vertueux que les autres en matière de respect de nos engagements en matière de défense. Il se trouve que nous, on a un système institutionnel qui nous permet d'agir beaucoup plus vite et qu'on a tendance à l'utiliser beaucoup parce qu'à un moment où Et que les économiquement divers on se sent plus présidents ont faible, bien utilisé. on se sent politiquement fort. Allez, on a encore une question. Notre présence en Afrique. Mais en pourquoi est-ce qu'on a particulier. payé notre présence en Afrique? Si on défend des intérêts européens, normalement Mais chacun devrait contribuer. Mais elle contribue. On a utilisé les avions de l'Allemagne, on utilise un certain nombre de matériel allemand. Ça pourrait peut-être se faire France, plus. c'est hein. bien ça, On etc. va aborder un autre sujet. Sébastien Maillard, il nous reste 5 minutes. Oui, on a parlé La Croix. de dépenses publiques, de la défense, d'économie et du problème du chômage, mais là, je voudrais parler de questions qui, effectivement, n'ont pas de prix, n'ont pas de coût. Souvent, d'ailleurs, on avait dit pour le mariage pour tous, ça ne coûte rien. Est-ce que vous pensez que les questions éthiques de société, je pense à la GPA, la PMA, et des sujets qui ont été dans la campagne, mais finalement pas si présents que ça, est-ce que vous pensez pour le quinquennat qui vient, le futur président, quel qu'il soit, pourra les éviter ou devra forcément les affronter?
Alors, Laurent je Bigorre, vais vous faire une réponse très, très prudente, parce que c'est des sujets sur lesquels on ne travaille pas, nous, à l'Institut. On ne les a jamais mis à l'ordre du jour. C'est sans doute une erreur ou un manque, mais c'est comme ça. Il y a un sujet qui me paraît, en revanche, poser des questions de plus en plus lourdes et qu'on évite de traiter parce que, d'une certaine façon, personne ne veut dévider la bobine, c'est la question du vieillissement. Le vieillissement de la population. De la population, et qui fait que on voit bien exactement que derrière vient la question de la dépendance, la question de la fin de vie, de la fin de vie digne. Et ce sujet a été assez systématiquement repoussé par la plupart des gouvernants. Systématiquement, parce qu'on a peur, soit effectivement, et on a raison d'avoir peur, parce que une des solutions qui a été proposée en un certain temps, c'est de faire peser sur le coût du travail ce nouveau risque, ce qui paraît complètement hallucinant, parce qu'il n'y a aucune connexion qu'on puisse établir entre le vieillissement et effectivement la vie professionnelle. Et par ailleurs, on a refusé toute forme assurantielle ou privée de réponse à ce risque. Et pourtant, cette question, qui va se poser pour des dizaines de millions de personnes, effectivement, à la fin de leur vie ou pendant un certain nombre d'années de fin de vie, il faudra la poser. Et je pense qu'on aurait besoin, une fois le gouvernement installé, qu'une commission de gens objectivement capables d'anticiper, de penser, de comparer, réfléchissent aux incidences budgétaires, politiques, sociologiques, sociétales de cette question. Comment ? Pour aboutir à un certain nombre de propositions. On avance, moi je ne crois pas aux effets de rupture, surtout pas sur des sujets comme cela. Je crois en revanche que, d'une certaine façon, comme on a pu le faire à une certaine époque avec le livre blanc sur les retraites, et on débride la question, et on la débride sur 10 ans, comme on a pu le faire à un moment sur l'autonomie des universités en posant pour le coup un texte législatif, mais qui avait été au fond précédé par un certain nombre d'éléments de réflexion assez forts, qu'on arrive à prendre ces questions qui ne sont ni de droite ni de gauche, mais à dire aux Français, il y a un objet, cet objet est un objet d'inquiétude collectif, il pose un certain nombre de questions. Et un objet de coût collectif aussi. Exactement, mais d'inquiétude aussi, d'inquiétude légitime. Vous la question plus de la dépendance, pas de l'euthanasie en tant que telle. Non, je poserai la question de la dépendance, mais de la fin de vie aussi. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut être capable de débrider ces questions, parce que c'est une question démocratique, que d'être capable d'en parler ensemble et de les envisager dans tous les aspects, pas pour résoudre, vous avez raison, du jour au lendemain ces questions, mais tout simplement pour dire qu'on a conscience qu'elles existent, qu'elles posent tel et tel type de problème, et puis ensuite faire confiance aussi à la société pour opérer un travail sur elle-même. Et d'ailleurs contribuer par le débat public à ce travail. Alors on vous a bien entendu, Laurent Bigorre, on arrive au terme de cette édition de Face aux chrétiens. Je rappelle que vous dirigez l'Institut Montaigne. On entend beaucoup de choses sur l'Institut Montaigne aujourd'hui. On a bien compris que vos préférences vont plutôt du côté d'Emmanuel Macron, François Fillon. Vous choisissez entre l'un et l'autre aujourd'hui ? Écoutez, la première chose, c'est que vous avez la gentillesse de dire qu'on était un institut indépendant. Alors, c'est toujours difficile d'être indépendant en France quand on est financé par l'entreprise. Il suffit d'avoir une bonne gouvernance. Moi, aucun particulier ne donne plus de 500 € par an à l'Institut Montaigne. C'est contraire à nos règles. Aucune entreprise ne contribue pour plus de 2% de notre budget. C'est la première chose. On a un comité directeur avec des personnalités qui sont plutôt des personnalités dont le choix va à droite et d'autres personnalités dont le choix va à gauche. Et à partir de là, le travail de l'Institut, il est parfois compliqué à comprendre dans un pays qui est assez peu accoutumé à ce qu'on appelle la culture bipartisane. Moi, mon travail en permanence, c'est de travailler avec des organisations patronales et syndicales, des gens de gauche et des gens de droite. Donc l'Institut n'exprime aucune préférence, on n'est pas un parti politique, on n'est pas un lobby, on essaye de produire nos idées, on essaye effectivement d'apporter de la pédagogie via les médias, comme on fait là maintenant, mais aussi directement sur le site web. Ensuite, moi, j'ai mes préférences personnelles que je garderai pour moi. Mon président, qui est en congé en ce moment de l'Institut, a choisi de s'engager pour François Fillon, et le faisant, il a choisi de se retirer... Le président, c'est Henri Decastre. Henri Decastre. Il a choisi de se retirer de la présidence de l'Institut. Je travaille avec mes 2 vice-présidents, David Azéma et Jean-Dominique Senard, et j'essaye de faire ce travail de pédagogie dans le débat public. Ok, c'est donc ce que nous avons fait pendant cette édition de Face aux chrétiens. Merci à vous, Laurent Bigorre. Je rappelle que vous dirigez donc l'Institut Montaigne. Alors, évidemment, la semaine prochaine, nous ne pouvons pas vous dire qui sera l'invité de Face aux chrétiens, vu le degré d'incertitude de ce scrutin. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver cette édition et toutes celles qui l'ont précédée avec l'ensemble des grandes personnalités politiques sur les sites respectifs de La Croix, Radio Notre-Dame, RCF et KTO. D'ici là, nous vous souhaitons d'aller voter et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité.